Que est-il arrivé aux grands-parents maternels de Harry? Quels sont les 12 usages du sang de dragon? Comment s'appelaient les parents d'Hermione? Et comment les centaures se reproduisent-ils? Ce ne sont là que quelques-unes des questions vraiment sans réponse dans Harry Potter. Salut les sorciers! Ça va? Beaucoup des questions posées sur Harry Potter, qui sont considérées comme sans réponse, ont en réalité une réponse. Les gens n'ont tout simplement pas bien cherché. Ou alors ils ne savaient pas où chercher. C'est parce qu'ils n'ont vu que les films ou qu'ils ont laissé passer quelque chose dans les livres. Ou alors parce qu'ils ne suivent pas l'univers de Harry Potter de manière approfondie à travers les textes présents sur le site officiel ou les livres supplémentaires publiés qui sont écrits par J.K. Rowling. Ou même qu'ils n'ont jamais vu de questions qui ont déjà été répondues lors d'interviews, dans des podcasts. Enfin bref. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de questions sans réponse. Elles existent et elles me troublent. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans ces questions sans réponse. Ce sont des questions très personnelles. Tu vois, j'aimerais connaître la réponse, mais je ne la connais pas. Et il n'y en a pas. Bien sûr, peut-être qu'il manque telle ou telle question ici, et tu peux le laisser dans les commentaires. Peut-être qu'on fera une suite ici, avec encore plus de questions sans réponse, ou une question que tu trouves insoluble. Ou alors une question que tu peux envoyer là, peut-être qu'il y aura une réponse. Il est important de souligner qu'au moment où cette vidéo est enregistrée, la série Harry Potter n'a pas encore été diffusée. Certaines questions trouveront peut-être réponse dans la série. Mais si tu regardes alors qu'elle est déjà sortie et qu'il y a une réponse, sache qu'au moment de l'enregistrement, il n'y en avait pas. Et tu vois, ce ne sont pas des choses vraiment importantes, juste des questions sans réponse que j'aimerais connaître. La première question est: qu'est-il arrivé aux grands-parents maternels de Harry? Le père et la mère de Lily et de Pétunia? Eh bien, on sait très peu de choses sur eux. On sait qu'ils étaient très heureux que Lily soit une sorcière, qu'ils ont accompagné Liliane jusqu'à la voie, 9 3/4 en 1971. Lorsqu'elle est partie pour sa première année à Poudlard, on sait qu'ils ont eu un certain contact une fois Lily adulte. Quand elle était presque adulte, n'est-ce pas? Parce qu'il y a cette rencontre entre Pétunia et Walter, et James et Lily. Cela se passe pendant que Lily était en dernière année à Poudlard. Et dans ce cas, les parents de Pétunia et de Lily sont vivants, n'est-ce pas? Sauf que là, en très peu de temps, ils meurent tout simplement. Ils meurent tous les deux, monsieur et madame Evans, dont on ne connaît même pas les prénoms. C'est quelque chose que j'aimerais aussi savoir, leur prénom. Quel est le prénom de monsieur Evans? Quel est le prénom de madame Evans? Est-ce que c'est important? Non, ce n'est pas important, mais j'aimerais le savoir. Et puis moi, je voulais savoir comment ils sont morts. Ils sont morts de mort naturelle, c'est ce que nous savons. Ils ont eu une mort naturelle. Mais ils sont morts à quelle période? Lily avait-elle déjà terminé l'école? Parce qu'on termine Poudlard à ce moment-là. Non. Les élèves obtiennent leur diplôme à 17 ans. Donc nous avons 4 ans là jusqu'à la mort de Lily, n'est-ce pas? À 21 ans. Nous avons 4 ans. 17, 18, 19, 20, 21. Presque 5, n'est-ce pas? On va dire ça comme ça. Elle termine ses études à 17 ans, presque 18. Donc, nous avons cette période de 4 ans et demi, presque 5 ans. Pendant ces 4 ans et demi, les parents de Lily sont morts, n'est-ce pas? Avant qu'elle ait Harry, avant la naissance de Harry. Ou peut-être que Harry, ils ont vu la naissance de Harry. Parce que les parents de James, eux, n'ont pas vu la naissance d'Harry. Les parents de James sont morts peu après leur mariage. Le mariage de James et de Lily. Ils sont morts de la variole du dragon. Mais pour les parents de Lily, on n'a pas d'informations sur la cause de leur mort. Ils sont morts de mort naturelle, d'accord. Mais sont-ils morts ensemble? Tu vois, j'aimerais d'abord comprendre de quoi ils sont morts. D'accord, mort naturelle. Donc, ils sont morts de mort naturelle, ok. Mais c'était à peu de temps d'intervalle. Comment cela a-t-il affecté Lily à ce moment-là? Comment ça s'est passé? Parce que j'ai commencé à imaginer, tu vois, lors des funérailles, évidemment. Les filles aux funérailles. Tu sais, Pétunia et Lily aux funérailles de leurs parents. J'imagine la scène. J'aimerais comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Tu comprends? Je ne sais pas si vous comprenez que, genre, ce n'est pas indispensable pour que l'histoire avance, mais j'aimerais le savoir. Ce serait sympa de plonger un peu plus là-dedans, d'approfondir ce sujet. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est ma grande question. Je sais qu'ils sont morts, oui, mais comment ça s'est passé? À quelle période de l'histoire? À quel moment c'est arrivé? Est-ce qu'ils ont vu Harry naître? Est-ce qu'ils ont vu Dudley naître, tu vois? Est-ce qu'ils ont assisté au mariage de Pétunia avec Vernon, tu vois? Genre des questions comme ça. Une autre question pour moi, celle-là, je l'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, mais c'est: comment Hagrid est-il arrivé à la cabane?
On sait qu'il est venu en volant. Il dit en volant. Harry demande comment tu es arrivé ici? En volant, bien sûr. Mais il y a des points très spécifiques quand on parle du fait que Hagrid vole. On sait qu'il a la moto. D'accord, la moto enchantée qui appartenait à Sirius et tout ça, et qu'il vole dessus, ok. Mais il n'y va pas en moto jusque-là. Eh bien, du moins à ce que l'on sache, il n'y va pas en moto. Parce que la moto n'est pas là, la moto n'est pas sur place. Quand lui et Harry vont au chemin de traverse le lendemain, ils utilisent la petite barque pour revenir sur la côte. Et il n'y a tout simplement rien là pour que Hagrid soit venu en volant. Il n'est pas venu en volant tout seul, parce que personne ne vole sans aucune aide, à part Voldemort et Rogue. Oui, et les mange-morts dans le film, mais ignorez ça. Aucun balai ni aucune créature ne supporte le poids de Hagrid, c'est précisé dans les livres, d'accord? Maintenant, s'il est arrivé en volant, j'imagine qu'il a pu arriver là en volant avec la moto. Et la moto, je sais pas, a disparu, il a lancé un sort pour que la moto soit renvoyée à l'endroit d'origine. Il a lancé un sort. Rappelons que la magie de Hagrid était limitée. Pourquoi est-ce une question pour moi? Pourquoi me la poser? Hagrid a une magie limitée parce qu'il a été expulsé. Il y a plein de sorts qu'il n'arrive pas à faire correctement. Le sort qu'il a lancé sur Dudley, où il se retrouve avec une queue de cochon, en fait, il voulait transformer Dudley en cochon entier, pas seulement la queue. Donc ma question est, Hagrid n'est pas excellent en sortilège. Il n'arrive pas à faire beaucoup de magie, seulement quelques trucs très basiques. Oui. Alors, est-ce qu'il serait capable de transporter cette moto avec un sortilège vers un autre endroit, ou bien il a ensorcelé la moto pour qu'elle revienne toute seule? Parce que j'imagine qu'il est arrivé à moto, tu comprends? Il dit « Je suis arrivé en volant ». Mais comment? Il n'a pas transplané car Hagrid ne le fait pas. On n'a aucune info sur lui en train de transplaner ou détransplaner. Ils apprennent ça en 6e maintenant? Lui a été expulsé en 3e. Je ne sais pas si tu te posais la question, mais moi, oui. Une autre question qui vient aussi de celle sur Hagrid, c'est comment les Dursley sont-ils revenus de cette cabane? Parce que le seul bateau qu'il y avait, Hagrid l'a utilisé avec Harry. Est-ce que les Dursley sont restés là à faire des signes, à demander de l'aide, quelque chose comme ça, pour qu'on les ramène sur la côte? Je pense que ce serait assez plausible, tu vois. Le lendemain, ils auraient fait des signes à un bateau qui passait par là, et on les aurait ramenés. Parce que Hagrid utilise la barque et ils s'en vont, tu vois. Harry et Hagrid s'en vont. Et puis quand Harry revient du chemin de traverse, le même jour, à la fin de la journée, ce jour-là, il prend le métro et retourne chez les Dursley. Et les Dursley sont là, à la maison. Maintenant, comment cela s'est-il passé? Tu vois, c'est la question. Comment cela s'est-il passé? Comment sont-ils vraiment revenus? Qu'ils sont revenus, on le sait, c'est un fait. Mais comment ont-ils fait? Maintenant, une question qui m'intrigue. Depuis que j'ai lu L'école des sorciers, ça m'intrigue beaucoup. Quels sont donc les 12 usages du sang de dragon? Sur la carte de Dumbledore, dans la Choco-Grenouille, qu'est-ce qui est écrit? Il est particulièrement célèbre pour avoir vaincu le mage noir Grindelwald en 1945. Pour avoir réalisé des travaux en alchimie en partenariat avec Nicolas Flamel et pour avoir découvert les 12 usages du sang de dragon, ce qui était quelque chose de très important là-bas. Et puis quand tu regardes dans les livres, ils ne mentionnent pas les 12 usages, tu vois. Ils ne citent pas tous les 12, mais évoquent juste un usage ou deux. Et puis quand tu vas chercher sur les 12 usages, tu t'enfonces dans les recherches et tout, tu n'as pas de réponse officielle. La seule réponse officielle qu'on a sur les 12 usages, bien sûr, on peut imaginer. Tu vois, il y a quelques moments là. Ah, Slughorn utilise le sang pour dissimuler l'endroit. Mais ça sert précisément à quoi? Pour faire croire que c'est du sang humain là-bas? On voit Hagrid utiliser un steak de dragon pour mettre sur ses blessures, un steak ensanglanté pour mettre sur ces blessures-là, quand il revient de la mission des géants. D'accord, mais ce n'est pas précisé, tu vois. Et alors, ils ont posé cette question à J.K. Rowling. Ils lui ont demandé ceci: quels sont les 12 usages du sang de dragon? Et là, elle a répondu ceci: j'ai une excellente raison de ne pas te le dire. Le scénariste du film veut que je lui donne cette information, mais je peux dire que le 12e usage sert à nettoyer le four. En résumé, tu utilises le sang de dragon pour nettoyer le four, c'est ça? Alors de Steve Kloves, qui était le scénariste du film, il a donné une interview au LA Times et on lui a posé cette question pendant l'interview. Quel genre de choses demandez-vous à Rowling? Et là, il a dit plein de choses, même des trucs très simples. Une fois, j'ai posé une question sur les 12 usages du sang de dragon qui sont mentionnés dans les livres. Certains écrivains rédigent 12 usages du sang de dragon sans vraiment savoir ce que c'est, car ça sonne bien. Mais je lui ai envoyé un email pour demander, et c'était il y a 10 ans. Et 25 secondes plus tard, j'ai reçu un email en retour avec la liste complète. C'est-à-dire, il y a les 12 utilisations, enfin c'est complet, racontez-moi tout, a demandé l'intervieweur. Elle n'avait mentionné que le nettoyant pour four dans les interviews.
Et là, Steve Kloves a répondu. Et là, il a pris la parole et a dit, oui, il sert de nettoyant pour four et de détachant. Deux usages, c'était incroyable. En fait, dans les livres, là, ici, il esquive complètement la question Steve Kloves et il ne répond pas au reste. Donc nous avons le nettoyant pour four, le détachant, Hagrid utilisant la viande de dragon avec du sang sur les blessures, et Slughorn l'utilisant pour camoufler la résidence. D'accord, nous en avons deux confirmés, deux qu'ils sont probablement. Mais quels sont les autres? Quels sont les autres? Il nous reste 8 autres utilisations à découvrir. Je veux savoir quels sont ces usages. Ils s'en servent dans des potions, d'accord. Quels sont les autres usages du sang de dragon? Parce que, tu vois, on n'a que des suggestions, des idées, des théories. On n'a rien de confirmé, tu comprends. C'est ce que je voulais, qu'il confirme. Pourquoi ne pas parler des usages du sang de dragon? Ça ne coûte rien. La série pourrait le dire, non? Elle pourrait répondre, non? Dis la vérité. Parce que si elle le dit, Jane Rooney a dit, j'ai une excellente raison de ne pas te le dire. Quelle est cette raison, mon Dieu? Parce qu'après, il n'a rien été révélé d'incroyable dans l'histoire à propos du sang de dragon. Mec, je veux savoir quels sont les 12 usages. Officiellement, je veux savoir. Et mec, je me souviens que les 12 usages du sang de dragon, c'était un truc, à l'époque des livres, quand les films sortaient. C'était un sujet récurrent. Les gens se demandaient, mais c'est quoi alors? Les gens faisaient des suggestions et tout, il y avait des théories, et moi j'étais là. Mec, je me demandais même genre, est-ce que le sang de dragon a un rapport avec Harry? Avec Voldemort? Est-ce qu'il pourrait être utile d'une façon ou d'une autre dans la connexion entre eux? Mais rien d'important n'a été révélé sur l'utilisation du sang de dragon, mec. Rien, 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 rien. Donc, s'il vous plaît, révélez ça dans la série, s'il vous plaît. Une autre question sans réponse, et celle-ci, j'ai vraiment beaucoup d'espoir que la série y réponde. Comment s'appellent les parents d'Hermione, tu sais? Genre, comment ils s'appellent, mec? On sait seulement que monsieur et madame Granger sont dentistes et on l'apprend dans Les Reliques de la Mort. Quand Hermione modifie la mémoire de ses parents, elle leur fait croire qu'ils s'appellent Monica et Wendell Wilkins, tu vois. Ce sont juste deux moldus, voilà. Mais ce ne sont pas leurs vrais noms. C'est juste le nom des personnes qu'ils pensent être. Donc en fait, quel est leur vrai nom, tu vois? Il y a une rumeur qui dit que dans la série, la mère d'Hermione s'appellera Sarah, qu'ils vont lui donner le nom de Sarah, tu vois? Sarah? Je ne sais pas, tu crois? Sarah? Désolé, c'était nul ça. Est-ce qu'ils vont vraiment donner un nom? Franchement, j'aimerais vraiment savoir. J'aimerais qu'elle ait un nom. Ce n'est pas quelque chose de si important pour nous, mon Dieu. Mais je pense que ça enrichit un peu toute l'histoire, ça donne un peu plus de profondeur, tu vois. Montrer Hermione là davantage avec ses parents et leur nom, je pense que ce serait sympa. Un autre point qui me vient tout de suite à l'esprit, tu vois. Combien de temps vit un elfe de maison? Cette question me vient alors que je m'apprête à dormir. Tu connais le même? Et tu as sommeil? Avec le cerveau? Pour moi, c'est «Eh, tu as sommeil?» Combien de temps vivaient les elfes de maison? Il y a une idée selon laquelle ce serait autour de 200 ans en moyenne. Mais ce n'est pas officiel. Ça vient d'un quiz disponible à l'époque sur le site de J.K. Rowling. Avant Pottermore, il y avait un quiz appelé Wombat. C'était un test du genre des buses et des aspics. Et donc les gens faisaient ce test, mais il n'y avait pas de corrigé, il n'y avait pas les réponses. Les gens ne faisaient que marquer des points, tu recevais juste ta note. Donc il n'y avait pas les réponses, tu vois. Alors moi, ceux qui ont passé ce test à l'époque mettent en cette réponse que les elfes de maison vivent environ 200 ans, comme celle qui a rapporté le plus de points, donc ils la considèrent donc comme correcte. Mais si on y réfléchit, on a l'information là-bas. Dans l'ordre du Phénix, Sirius dit à Harry, quand il lui montre l'arbre généalogique des Black. À propos d'Eladora Black, une de ses lointaines tantes. C'est elle qui a lancé la tradition de décapiter les elfes de maison trop vieux pour porter les plateaux de thé. Et aussi, on voit Créature dire là que sa grande ambition était d'avoir sa tête accrochée au mur, comme les autres elfes de sa lignée, sa mère, enfin. Mais si Eladora a commencé cette tradition, on voit l'arbre généalogique des Black, tu veux voir? Je vais même l'ouvrir ici. Eladora Black est née en 1850. J'ai même un arbre généalogique ici à côté. Mais vous n'allez pas le voir. Laisse-moi prendre pour regarder ici, tu vois? Et là, tu vois la date, elle est née en 1850. Si un elfe vit en moyenne 200 ans et qu'un elfe, pour être âgé, doit avoir autour de 190-200 ans. Donc ça n'a pas vraiment de sens qu'elle ait commencé cette tradition en 1850 et que Créature ait été acquis. Peut-être là, un elfe âgé qui fait partie de la famille et que sa mère ait été décapitée là, tu vois. Parce qu'il ne s'est pas écoulé 200 ans depuis la naissance d'Eladora, parce qu'elle n'a pas, disons, en 1860,
Elle avait 10 ans. En 1870, elle avait 20 ans. Supposons qu'elle ait commencé cette tradition vers 1865 à peu près, non? Donc ça ne colle pas avec l'idée que la famille de créatures ait déjà plusieurs têtes là, tu vois? Parce qu'ils ont décapité, n'est-ce pas, en suivant cette tradition. Sachant qu'elle est née en 1850 et, tu vois, il n'y a pas assez de temps et l'histoire se déroule. On découvre créature en 1995. Pas assez de temps pour que ça arrive, tu vois? L'elfe vit 200 ans, puis on lui coupe la tête quand il vieillit, non? Et il y a plusieurs têtes là-bas, donc il aurait fallu qu'au moins 400 ou 600 ans se soient écoulés, tu vois? Et ce temps ne s'est pas écoulé. Ah, je ne sais pas, mec. Le singe a tué et décapité l'elfe pour une autre raison. Peut-être parce qu'il n'était pas vieux. D'accord, mais la question c'est qu'on n'a pas la réponse officielle. Combien de temps vit un elfe de maison? J'aimerais bien savoir. Et une autre chose que je voudrais savoir sur les elfes, qui étaient le père et la mère de Dobby? Tu sais, j'aimerais vraiment savoir ça, mec. Ce n'est pas pertinent pour l'histoire? Non, mais je voulais savoir, ma curiosité me pousse à poser ce genre de questions. Qui étaient les parents de Dobby, tu sais? Genre, est-ce qu'il faisait partie de la famille Malfoy, tu vois? Et Dobby est né là-bas déjà? Ou bien il a été acquis par les Malfoy, tu sais? En quelle année Dobby est-il né? On connaît son jour de naissance, mais pas l'année. Tu sais quel âge il avait à sa mort? Parce que pour moi, je vois Dobby comme un elfe de maison jeune. Je sais pas, hein, je lui donnerais 20 ans, tu vois. Genre, je sais pas, peut-être qu'il est plus âgé. Il dit que l'histoire de la Chambre des Secrets va se répéter, donc il est peut-être bien plus vieux. Mais pour moi, il a l'énergie d'un gars de 20 ans, il doit sûrement être plus âgé. Mais une autre question sans réponse, quand est-ce que Dobby est né? En quelle année il était né, tu sais? Bon, qui sont les parents de Dobby? En quelle année Dobby est-il né? Maintenant, les noms. Le manque de noms pour les choses aussi. Ça me trotte dans la tête, comme ça. Quel était le nom du baron sanglant, mon ami? Parce qu'on sait que la dame grise, c'était Helena Serdaigle. On sait que Nick quasi sans tête était sœur Nicolas de Mimsy Porpington. Maintenant, le moine gras, on ne connaît pas son nom. Son nom n'était pas le moine gras, il devait avoir un vrai nom. Frère était son titre, n'est-ce pas, hein? Il était un moine, c'était son titre. Alors, quel est le nom du moine gras? Quel est le nom du baron sanglant? Baron était aussi un titre, c'était son titre. Il était un baron. Quel était son nom, tu sais? C'est ça que je voulais savoir. Maintenant, est-ce que quand on aura l'histoire d'Hélène Serdaigle racontée, tu imagines le flashback de tout ça, la possibilité qu'on a de voir les fondateurs dans la série? T'as déjà réfléchi à quel point cette opportunité est riche en possibilités? On peut voir toute l'intrigue, Hélène qui vole le diadème, qui va le cacher. On va connaître Rowena, les autres fondateurs. Et là, on pourrait connaître le nom du baron à ce moment-là, tu vois. Je pense que ce serait vraiment génial si on le savait. Je crois que ça enrichirait encore plus l'histoire. Une autre grande question que j'ai à propos du baron sanglant. Pourquoi diable Peeves a-t-il si peur de lui? Puisque Peeves est un poltergeist, il n'est même pas un fantôme. Il est plus qu'un fantôme. Il a plus de pouvoir qu'un fantôme. Pourquoi Peeves a-t-il peur du fantôme de Serpentard? Pourquoi a-t-il peur du baron sanglant, mec? J'aimerais vraiment savoir pourquoi il a peur du baron sanglant. Ah, je ne sais pas, tu t'es déjà posé cette question? Tu n'as pas envie de savoir ça? Si tu n'en avais pas envie, maintenant tu as envie de savoir. Parce que moi j'ai envie de savoir, je voudrais savoir pourquoi il a peur. Peur du baron sanglant, mec. Celle-ci, je suis sûr que la plupart d'entre vous partagez l'envie de savoir, c'est le rituel complet pour créer un Horcrux. On sait déjà qu'une partie du rituel est un meurtre. Je pense que c'est ce que les fans veulent le plus savoir, tu vois. C'est unanime. Non, ce n'est peut-être pas unanime, mais la plupart veulent sûrement comprendre comment on crée un Horcrux. Je sais que la probabilité que ce soit révélé est très faible, car l'auteur a dit qu'elle emporterait ça dans la tombe. Mais j'aimerais vraiment savoir, mec. Une autre chose que, pour moi, la série pourrait aussi aborder, c'est une question que je me pose souvent. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 24 heures, ou presque 24 heures, où Hagrid est resté avec Harry après l'attaque à Godric Hollow? Parce que l'attaque a lieu dans la nuit du 31 octobre. Hagrid n'emmène Harry chez les Dursley que dans la nuit du 1er novembre. Parce qu'on a toute la journée où Vernon va travailler, il entend des rumeurs et apprend ce qui se passe. Ah, il entend parler des Potter, je ne sais pas quoi. Puis il va dormir. Et puis, dans la nuit de ce jour-là, il dépose Harry devant la porte des Dursley. Et donc Harry n'est trouvé que le matin du 2, c'est-à-dire ce que Hagrid, et il est dit que Hagrid a pris Harry immédiatement après. Donc dès que l'attaque a eu lieu, Hagrid est allé à Godric's Hollow,
il a pris Harry et l'a sorti de la maison. Il affirme que des moldus curieux se rassemblaient déjà pour envahir l'endroit à cause des événements, alors il a emmené Harry immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 24 heures? Là, dans la série, mec, la série pourrait remplir ce vide. Peut-être que c'était simplement une erreur de J.K. Rowling en écrivant l'histoire et qu'elle n'y a même pas pensé. Parce qu'on a quelques écarts de temps là, quelques petites erreurs de chronologie tout au long de l'histoire, tu vois. Ça arrive, c'est normal. Donc voilà, mais ce serait sympa que dans la série, ils comblent ça. Tu sais, genre, et si c'était un ordre de Dumbledore, hein, de ne pas emmener directement le garçon chez les Dursley? Parce que Dumbledore devait encore enquêter et étendre la protection du sortilège de Lily, puisqu'il le fait vraiment. Il étend la protection du sacrifice de Lily jusqu'à la maison des Dursley, et il dit dans la lettre à Pétunia que si elle acceptait Harry, elle allait sceller ce sortilège. Donc c'est une lacune qui peut être comblée, tu vois. Et puis Hagrid pourrait rester caché avec Harry à un moment donné pendant cette période, tu vois, durant cette période-là. Jusqu'à l'emmener chez les Dursley, précisément. Il y a cette longue période, tu vois. Donc, c'est aussi ma question. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas de réponse. Et puisque nous avons parlé des 12 usages du sang de dragon, n'est-ce pas, qui a été une découverte très importante? Une découverte très importante de Dumbledore. D'ailleurs, quand Dumbledore est mort et que Rita Skeeter a sorti La vie et les mensonges de Dumbledore, elle affirme qu'un autre sorcier avait découvert les usages et que Dumbledore s'était approprié son travail. Le sorcier avait déjà découvert genre 8 usages, tu vois. Enfin, le sang de dragon. En dehors du sang de dragon, sur quels travaux Dumbledore et Nicolas Flamel ont-ils collaboré en alchimie, hormis la pierre philosophale? Nicolas Flamel avait déjà plus de 500 ans quand Dumbledore est né. Dumbledore est né en 1881. Nicolas Flamel, en 1991, avait 666 ans. Donc, Dumbledore, en 1991, avait 100 ans. C'est-à-dire que lorsque Dumbledore est né, Nicolas Flamel avait 566 ans. Donc la pierre philosophale a été inventée bien avant la naissance de Dumbledore. Certains croient que Dumbledore a contribué à la création, mais c'est une erreur. Quels étaient un de ses travaux? Il y avait aussi la théorie sur Aurelius Dumbledore, Ariana, etc. C'était une théorie incroyable, mais elle ne s'est pas réalisée dans l'histoire. J'aimerais aussi connaître ses travaux. Sont-ils importants ou indispensables pour l'histoire? Mais j'aimerais savoir, et alors, encore une question sans réponse. Quand exactement les parents de Neville ont-ils été attaqués? Il y a un mystère sur les parents de Neville. Étaient-ils cachés par le sortilège de Fidelitas, selon toi? Qui aurait été le gardien du secret et quand ont-ils été attaqués? Parce qu'on sait seulement qu'ils ont été attaqués après la chute de Voldemort. Immédiatement après la chute de Voldemort? Non, je ne pense pas. Pas comme oh, le lendemain de la chute de Voldemort. Non, ils ont été attaqués. C'est décrit comme ça. Les gens se sentaient déjà moins en sécurité à cause de la chute de Voldemort. Mais Frank et Alice étaient des aurores, donc ils n'étaient pas idiots. Il s'avère que Voldemort avait encore des partisans non arrêtés, donc il y avait un danger. Il n'allait pas être tranquille. Tu comprends? La communauté des sorciers a été très choquée, car Voldemort était déjà tombé. Quand cela a-t-il eu lieu? À quelle période? C'était quelques mois après, c'était un an après. Ce qui se passe, c'est que le ministère de la Magie était en train de traquer les sorciers restants, ceux qui étaient encore là, qui suivaient Voldemort. D'ailleurs, il y a les arrestations, et Karkaroff dénonce tout le monde. Alors quand cela s'est-il passé? À quelle période? C'est ce que je voulais savoir. J'aimerais vraiment que la série le montre. Un autre point, celui-ci, mec. Franchement, c'est un truc qui est bête, mais ça me tourmente aussi. Comment Croutard est-il arrivé là? Comment Queudver est-il arrivé chez les Weasley? On sait qu'il appartenait à Percy. Et puis, après que Percy ait gagné une chouette pour avoir été nommé préfet, le rat va chez Ron et reste avec lui, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il était Queudver déguisé et blablabla. Mais comment est-il arrivé chez Percy? C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que Percy a acheté le rat? J'en doute. En fait, Queudver s'est sûrement caché pour rejoindre une famille. Non, c'est ce qui s'est passé. Queudver s'est caché dans une famille de sorciers pour qu'il soit au courant de ce qui se passait dans le monde des sorciers. C'est un fait, c'est même écrit dans le livre, dans le 3e livre. Maintenant, la question est, comment cela s'est-il passé? Percy a vu un rat, a décidé de l'adopter, papa l'a aimé et s'en est occupé. J'aimerais juste comprendre comment cela est arrivé, tu vois? Comment? Ce serait super si la série montrait ça, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Percy, je sais pas, regarde le rat comme ça. Il est dans sa chambre en train de faire ses affaires, puis le petit rat apparaît l'air affamé, genre alors Percy, oh le pauvre, tu veux un biscuit? Quelque chose? Il partage un peu de nourriture avec queue de verre, tu vois,
avec Croutard, hein, sans qu'on sache encore que c'est que de verre, et ça crée un lien avec lui. Je voudrais comprendre comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui a été décisif pour Percy pour qu'il dise je vais garder ce rat? Parce que ça, c'était en 1981, non? Que de verre, il s'enfuit. Il simule sa propre mort en 1981. Est-ce qu'il est tout resté un moment à errer, en fuite et tout, déguisé, ou est-ce qu'il est allé directement chez les Weasley? Il est allé directement là où Percy vivait? Il a été adopté tout de suite par Percy? Tu comprends, hein? C'est ça que je voulais savoir, et il n'y a pas de réponse. C'est ça que je voulais savoir. On sait qu'il va chez les Weasley et qu'il essaie là, mais comment il est arrivé là et comment il y a dû rester? Autre question, comment Rusard, le concierge Crackmoll, est-il venu à Poudlard? Est-ce qu'il était le fils de quelqu'un que Dumbledore connaissait? Et c'est pour ça qu'il a voulu engager le concierge? Est-ce qu'il était, je sais pas, un parent, le fils de quelqu'un qu'Armando Dippet connaissait? Je ne sais pas. Qui étaient les parents de Rusard, tu sais? Vous n'êtes pas curieux de ces choses? Parfois je suis bizarre, étrange. Je veux savoir, par exemple, qui étaient les parents du concierge de Poudlard, un crack-molle. Je trouve ça intéressant de savoir, j'aimerais vraiment le savoir, tu vois? Alors, qui sont les parents de Rusard? Est-ce qu'il a des frères ou sœurs qui sont sorciers? Est-ce qu'il est fils unique? Comment a-t-il commencé à travailler à Poudlard? Comment cela s'est-il passé? J'aimerais bien savoir. Celle-ci aussi, c'est une question qui franchement est très pertinente. Comment les centaures se reproduisent-ils? Les centaures qui vivent dans la forêt interdite. Parce qu'il n'y a que des centaures mâles là-bas, non? Il n'existe pas de femelles, ce n'est jamais mentionné dans l'histoire. Et J.K. Rowling confirme. Il n'existe pas de centaure femelle. Elle l'a confirmé lors d'une interview en novembre 2012. Et il y a aussi une confusion parce que dans le Wombat, ces tests-là, il y avait une de ces questions, non? Qu'il n'existe pas de centaure femelle et je ne sais quoi d'autre. Alors, on ne sait pas. Est-ce que ça existe vraiment ou pas? J.K. Rowling affirme dans l'interview que ça n'existe pas, mais est-ce une controverse? Que se passe-t-il? Je veux savoir où sont les centaures femelles et comment naissent les petits centaures. C'est ça que je voulais savoir. Et la même question vaut pour les Vélanes. Tu sais, hein, les Vélanes, ces créatures non, qui sont les mascottes de l'équipe de Bulgarie, au Quidditch, elles ont l'apparence de femmes magnifiques, mais elles se transforment en une sorte de harpie, tu vois, qui crache des boules de feu, enfin bref. Il n'existe pas de mâle de cette espèce. C'est décrit comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y a que des femelles. Alors, hein, comment peut-il exister une Vélane pure? On sait que la grand-mère de Fleur était une Vélane, n'est-ce pas? Comment est-elle née? Comment existe-t-elle? Tu comprends? Bien sûr, ici on part du principe tout à fait naturel qu'on observe chez tous les êtres vivants, ou du moins la plupart, qu'il faut un mâle et une femelle pour avoir un petit. C'est comme l'hippocampe, où le père met au monde les bébés. Bref, c'est-à-dire la Vélane à 100%, la Vélane pure qui est la créature femelle, pour qu'elle existe, comment elle naît, tu comprends. Et donc on sait que Fleur est à moitié Vélane, parce qu'elle est la fille d'une femme, elle-même fille d'une Vélane, et d'un sorcier. Donc, la Vélane, quand elle a un enfant, cet enfant est en partie Vélane. Il n'est pas entièrement Vélane. Et la Vélane pure, d'où vient-elle, tu vois? C'est ça la question. Ce sont des choses que je me demande. Et les nains dans Harry Potter, vous vous souvenez des nains? Il y a deux occasions où il y a des nains dans Harry Potter. L'une, c'est dans la Chambre des Secrets, quand Gilderoy Lockhart décore tout pour la Saint-Valentin. Et là, il y a des nains déguisés en Cupidon qui distribuent les petits mots. Et dans Le Prisonnier d'Azkaban, il y a aussi un nain. Quand Harry séjourne au Chaudron Baveur, il est dit qu'il voyait toutes sortes de sorciers et sorcières, des nains, enfin bref. On a les gobelins, qui sont des êtres qui ne sont définitivement pas des nains. On a les gnomes, qui sont des créatures qui ne sont définitivement pas des nains. Que sont les nains dans Harry Potter? Ce sont des êtres, des créatures, des sorciers. Ce sont juste des sorciers, en fait. Avec une taille plus petite à cause de cette condition de nanisme. Que sont les nains? Ils disparaissent dans Harry Potter et j'aimerais vraiment savoir. C'est aussi une question que je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent, que beaucoup d'entre vous essaient de comprendre. Et mec, il y a des questions comme ça. Je sais que parfois, on n'aura jamais de réponse, mais celle-ci en fait partie. Mais malgré tout, je veux savoir, tu vois. Comment Hagrid a-t-il été conçu? Parce que la mère de Hagrid était une géante de 6 mètres. Le père de Hagrid était un sorcier d'1,70 m et quelques. L'inverse serait très compliqué, je pense que ce serait peut-être impossible. Mais je voulais savoir comment ça s'est passé? Non, comment c'est arrivé, ça je sais. C'est arrivé, non? L'amour arrive de façon inexplicable. Mais je n'arrive pas, mec, parce que imaginez la taille. Franchement, vous comprenez. Alors, comment il a
Vous voyez, il y a des enfants ici, donc je ne voulais pas entrer dans les détails. Mais c'est une question. Comment, je veux dire, comment ne pas se poser la question? D'accord, là, comme on le sait, mais tu comprends, il y a eu un engorgio là, genre engorgio et paf, je ne sais pas. Une question sérieuse, que devient le corps de quelqu'un qui meurt à cause du voile de la mort? Le corps de Sirius n'existe simplement pas. Il traverse le voile et meurt. Mais que devient son corps? Car traverser le voile, c'est passer dans l'au-delà. L'esprit, l'âme part dans l'au-delà et le corps se désintègre. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Parce que le voile m'intrigue beaucoup. Le voile me soulève beaucoup de questions. Parce que le voile, c'est comme un portail. Il y a ce voile. Et tu vois l'autre côté. Mais tu ne vois pas vraiment l'autre côté tel qu'il est. Tu vois seulement l'autre côté de l'environnement. Par exemple, je regarde ici, c'est comme si je suis de ce côté du voile. Et là, c'est l'autre côté du voile. Tu regardes, tu vois? Mais la personne passe ici, elle est morte, d'accord? D'accord. Mais qu'est-ce qui arrive au corps? Il est désintégré, le corps disparaît, tu vois? Le corps physique ne peut pas aller dans l'au-delà, qui n'est pas physique, qui est immatériel, tu comprends? Ou qu'est-ce qui arrive au corps? Et pour finir, mais pas moins important, quel sort Molly a-t-elle utilisé pour tuer Bellatrix? Genre, je sais pas si c'est à cause de la jalousie que j'ai ce doute dans ma tête. Dans les livres non plus, ce n'est pas précisé. Dans les livres, ce n'est pas dit comme ça. On ne dit pas quel sort elle utilise. Mais quel sort elle utilise? Parce que ce n'est pas un sortilège de mort. C'est tout ce qui est dit. Le sort de Molly est passé sous le bras tendu de Bellatrix et l'a frappé en pleine poitrine, directement sur le cœur. Le rire triomphant de Bellatrix s'est figé. Ses yeux semblèrent sortir de leurs orbites pendant une fraction de seconde. Elle comprit ce qui s'était passé, puis s'effondra. Et la foule qui regardait a poussé un cri, et Voldemort a hurlé. En fait, ce n'était pas un Avada Kedavra, parce qu'avec l'Avada Kedavra, la personne ne réagit pas, elle le reçoit simplement et meurt. Genre, Bellatrix le reçoit, et on dirait qu'elle fait un geste et meurt, tu vois. Donc c'était quoi ce sort? J'aimerais vraiment savoir quel sort c'était, mec. Dans le film, ils ont fait en sorte que Bellatrix se dessèche et explose, non? C'était vraiment bizarre, d'ailleurs. Mais j'aimerais vraiment savoir quel sort ça peut bien être, mec. Ça a fait pile dans le cœur et elle a juste... Et elle est morte. Enfin, ce sont les questions qui me sont venues à l'esprit en faisant cette liste. Il y en a sûrement d'autres auxquelles je n'ai pas pensé au moment de les noter. Mais dis-moi toi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as des doutes et pour lesquelles tu n'as pas de réponse? Tu penses qu'il n'y a pas de réponse? Tu n'as jamais vu de réponse? Commente ici en dessous. Et qui sait, peut-être que je ferai une deuxième partie de cette vidéo. Et peut-être aussi que, dans la série, ils répondront à certaines de ces questions. Hein. Croisons les doigts, croisons les doigts. Après la sortie de la série, on reviendra sur cette vidéo pour que je l'analyse et voir ce qui a été répondu ou non. Rendez-vous au prochain épisode au Chaudron Baveur. D'ici là, méfaits accomplis.